Bonjour et bienvenue ici à la BCF Arena dimanche 31 janvier pour ce nouvel épisode du Dragon Talk. Les invités aujourd'hui sont d'une part à ma droite Gérald Saudan de la boulangerie Saudan à Fribourg, bonjour. Bonjour. Et puis Jordan Short de l'entreprise Primus, bonjour. Bonjour. Et puis de l'autre côté, l'expert, on va le mettre sous différentes facettes, le directeur général Raphaël Berger. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer ce tour de table avec la boulangerie Saudan. Alors Gérald, comment ça va à cette période un peu plutôt difficile? Alors, période difficile, je pense, pour tout le monde. Et puis, on essaye d'être surtout créatif et puis de tirer en avant le maximum qu'on peut avec les produits qu'on peut faire et puis le magasin qui est ouvert. Pour celles et ceux qui, malheureusement ou étrangement, ne devraient pas vous connaître encore, on va profiter de faire une petite présentation justement de la boulangerie Saudan. Tout à fait. Donc, on a une boulangerie à Fribourg. On a un seul point de vente en face de l'hôpital cantonal. On est actif beaucoup dans le traiteur et puis avec notre partie tea room. Mais ce qu'on essaie surtout, c'est d'être créatif et d'être différent dans nos produits. Quand vous parlez justement de la créativité, un point qui revient souvent quand on parle de la boulangerie Saudan, c'est la qualité des produits justement. Ça nous tient à cœur, bien sûr, d'avoir des produits de qualité. On est content d'avoir aussi beaucoup de récompenses pour ces produits. Et puis, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis, c'est l'artisanat. Alors justement, sur ces récompenses, qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Une des récompenses qui vous tient le plus particulièrement à cœur, par exemple? Je crois que le produit le plus médaillé qu'on a, c'est la cuchole. Donc, elle est AOP. On a la seule cuchole qui est bio dans le canton de Fribourg. Donc, ça nous tient à cœur, ce produit. Et puis c'est quoi le secret alors de cette cuchole? Ah ben il faut le dire. Il n'y a pas de secret dans la cuchole puisque c'est un produit qui est AOP, donc tout le monde peut avoir la recette. On a des marges de recettes et puis c'est surtout le savoir-faire, le travail, et c'est ça qui est important. Une question qui revient souvent, c'est vu la qualité de vos produits, de votre tea room aussi, comment ça se fait que la boulangerie Saudan n'a pas encore investi dans un tea room à 3000 places? Je pense que c'est important d'avoir la vue d'ensemble et puis de savoir ce qu'on fait. Et c'est difficile quand on se multiplie énormément de pouvoir le faire. Donc c'est d'assurer et d'assumer derrière. Aussi. Exactement, oui. Vous avez le site internet www.boulangerie-saudan.ch, un shop en ligne avec une petite particularité, avec de la livraison à domicile, c'est juste? Exactement. Depuis le début de la pandémie, on a mis beaucoup l'accent sur la livraison à domicile. On fait par exemple pour le dimanche des brunch box, donc on peut se faire livrer son brunch à la maison quand on se réveille le dimanche matin, c'est très agréable. Et on peut commander ça sur le site internet. Merci beaucoup Gérald pour cette petite présentation. Merci d'être avec nous ici à ce Dragon Talk. Je passe chez Jordan Short de l'entreprise Primus. Bonjour. Bonjour. Alors, l'entreprise Primus, ça aussi, c'est une entreprise qui n'est pas toute jeune. On parle d'extincteurs, on parle de protection de feu. Présentez-nous un peu votre entreprise. Alors, exactement. Primus, c'est une entreprise qui a été fondée en 1926 et rachetée par mon grand-père en 1961. Donc, c'est notre entreprise familiale, 3e génération aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, on est actif dans tout ce qui est protection incendie, donc en passant par l'extincteur à main, à des extinctions automatiques, à de la détection incendie. On est un peu un généraliste en termes de protection incendie, c'est ce qu'on essaye d'apporter à nos clients. Une solution clé en main, d'avoir un seul partenaire pour tout ce qui est de la protection incendie du bâtiment, et c'est apprécié. Justement, protection incendie, si je ne me trompe pas, c'est vous aussi qui avez équipé la BCF Arena. Exact. Est-ce que c'était un gros défi? C'était un magnifique défi, oui. On était relativement neuf, on va dire. Notre département détection incendie était relativement neuf. On cherchait une jolie référence et on a eu la chance d'avoir justement le mandat pour la patinoire de Fribourg, qui était un gros morceau, c'est vrai, quand même pas loin de 1000 détecteurs dans la patinoire. Donc pour nous, oui, c'était un joli challenge et puis on était très fiers et très contents de pouvoir le réaliser. Donc justement, c'est le BCF Arena avec 1000 détecteurs. Qu'est-ce que ça représente encore en quelques chiffres, la BCF Arena? Bon, la BCF Arena, pour nous, c'est plus de 1000 détecteurs, à peu près 1000 détecteurs. Un concept vraiment spécifique de par la nature du bâtiment. Hein, une patinoire qui doit accueillir du public, c'est toujours un dossier assez compliqué à réaliser. Notre équipe technique ont passé pas mal d'heures à essayer de
d'affiner le concept avec l'équipe. Sinon, on a aussi tous les extincteurs à main sur le site. On a eu la chance également de pouvoir livrer ce matériel-là. Et puis, toutes les cuisines des restaurants dans la patinoire sont équipées d'une extinction automatique aussi en cas d'incendie réalisé par Primus. Donc quand on parle d'extinction automatique, ça veut dire des détecteurs? Alors, ce sont plutôt dans les hôtes, au niveau des friteuses, où là, il y a quand même des risques élevés de départ de feu, où on a des détecteurs qui donnent l'alarme et qui déclenchent automatiquement une extinction. Quand on parle de détection automatique, de déclenchement automatique, j'imagine qu'au début, est-ce qu'il y a eu quelques petits réglages, pour pas dire quelques soucis, mais quelques petits réglages à faire au début? Effectivement, bien sûr, il y a beaucoup de réglages à faire dans ce genre d'installation. Je pense que c'est quasiment impossible d'arriver le jour J en étant parfait. On a eu 2-3 détecteurs qui ont effectivement donné l'alarme, notamment pour une fondue dans une loge ou différents événements techniques qui font qu'on doit apporter des réglages au détecteur, c'est vrai. Bon, c'est sympa, comme ça, une petite visite improvisée dans les loges en même temps qu'une fondue. Voilà, effectivement. Très bien. primus-agay.ch pour aller voir le site internet, c'est juste? C'est juste, oui. Donc je vous invite à aller voir ce site internet. Et puis de l'autre côté, Raphaël Berger, le directeur général. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël, c'est un sujet brûlant. On va profiter d'en discuter un peu. On l'a vu dans les médias. Par rapport à toutes ces discussions sur les étrangers, sur ce changement au niveau de toute cette réforme. Alors Raphaël, directement, pourquoi cette augmentation de licences étrangères et pourquoi cette réforme? Alors c'est effectivement un sujet brûlant, c'est un sujet aussi émotionnel, c'est un sujet qui est traité depuis quelque temps maintenant déjà dans les médias, malheureusement de façon relativement incomplète. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'augmentation du nombre de joueurs étrangers est aussi liée à la réforme des licences de manière générale. Donc on a aujourd'hui une particularité en Suisse, on est le seul pays à avoir cette particularité, c'est qu'on a des joueurs qui sont de nationalité étrangère et qui jouent avec une licence suisse. Et l'un des objectifs aussi de cette réforme, c'était d'abolir ce statut, parce que d'une part, ça créait un marché de niche et d'autre part, ça avantageait aussi finalement les régions frontalières qui pouvaient aller puiser aussi dans des bassins de population plus larges et en enrôlant dans leur club, déjà dans le mouvement formation, des jeunes étrangers qui, au final, avaient le droit de jouer comme des Suisses. Donc le passage à 7, pour beaucoup, ça fait effectivement peur. Il faut quand même préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, donc, tout le monde sait qu'on a 4 étrangers autorisés dans chaque équipe, donc ça fait 48 joueurs étrangers qui sont autorisés à jouer. En plus de ça, il y a 28 joueurs de nationalité étrangère qui jouent avec des licences suisses. Et on a encore la particularité de l'agreement NHL qui permet, pour un club dont un joueur serait débauché par un club NHL, de remplacer ce joueur suisse par un joueur étranger. Comme à Zurich actuellement. Comme à Zurich actuellement. Donc, en réalité, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, donc le dimanche 31 janvier, il y a exactement 77 joueurs étrangers qui jouent dans le championnat suisse. Et évidemment qu'en connaissant, comme la plupart des gens qui nous écoutent, le livret de 7 x 12 égale 84. Donc, il y a une différence de 7 joueurs. Donc ça fait à peu près un demi-joueur par équipe. Donc ceux qui voient dans cette réforme une révolution, eh bien finalement je pense qu'ils n'ont peut-être pas intégré ces différents éléments qui font partie de cette réforme. Alors ils l'ont peut-être pas intégré comme tu le dis. Cela dit, à ce moment précis, l'avis notamment des joueurs, l'avis du public, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements aussi au niveau de certains joueurs. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été pris en compte ou quel est votre avis par rapport à ça? Alors c'est clair qu'à un moment donné, quand on veut faire une réforme, il faut déjà s'imaginer que toutes les parties qui sont touchées par une réforme, en principe, c'est la nature humaine, sont à la base un petit peu réfractaires, première des choses. Tout le monde aujourd'hui a l'impression que tout va bien dans le monde du hockey suisse, mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait comme ça. Et il faut aussi prévoir l'avenir. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, la pyramide du hockey, pour diverses raisons, elle se rétrécit à la base parce qu'on a moins de jeunes qui commencent à jouer au hockey. Et c'est clair que c'est pas quelque chose qui arrivera demain, mais dans 5 ou 10 ans, il faut être conscient qu'on va se retrouver avec une base de joueurs suisses qui va manquer
en termes, peut-être pas toujours en termes de quantité, mais en tous les cas en termes de qualité. Et notre responsabilité en tant que dirigeant de club et finalement de partie prenante à cette ligue, c'est de prévoir aussi pour le futur le maintien du niveau. Je pense que personne, ni fan ni joueur, n'aimerait voir le niveau de notre National League et notre positionnement vis-à-vis des autres ligues européennes, qui est bon aujourd'hui, rétrogradé. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, de se dire simplement on ne veut rien faire simplement parce qu'aujourd'hui ça fonctionne, je ne pense pas que c'est un bon argument. L'avis des joueurs, respectivement des supporters, a été entendu. D'ailleurs, encore une fois, les communications initiales qui émanaient de fuites, donc de fuites de documents de travail, qui faisaient par exemple état de 10 étrangers, donc c'était quelque chose qui était en discussion. Comme on l'a expliqué dans les médias, on a un groupe de clubs. Il y a des clubs qui ne voulaient pas forcément changer. Il y a des clubs qui voulaient libéraliser complètement. Et finalement, en mettant les différents éléments les uns derrière les autres, en revenant encore une fois sur cette modification aussi du système des licences, je pense qu'on a un compromis qui est tout à fait acceptable pour tout le monde, qui ne va pas révolutionner les choses, mais qui va quand même permettre d'évoluer et de tenir compte dans le futur aussi, justement, de ces ajustements à faire par rapport à ce nombre de joueurs disponibles et par rapport au niveau général de notre ligue. Tu l'as dit, on est également en période de crise. Donc du coup, est-ce que c'était vraiment le bon moment d'aborder ce sujet? Alors encore une fois, quand on parle de réforme, si on sonde les gens concernés, la réponse sera très certainement que c'est jamais le bon moment pour réformer les choses, parce que voilà, les gens sont dans une situation qui leur paraît acceptable et ils n'imaginent peut-être pas qu'il y a une raison de changer. Je pense qu'encore une fois, la crise, elle est arrivée par-dessus. Il faut quand même dire que les réformes qui sont en cours ont été décidées déjà au printemps passé. Donc à ce moment-là, il y a bientôt une année, on ne savait pas encore dans quelle galère on allait se retrouver. Mais finalement, plus on avance et plus on s'est enfoncé dans cette crise, et plus la nécessité d'effectuer ces réformes s'est encore matérialisée, parce que on va devoir sortir de la crise, on va devoir changer des choses, et effectivement que aussi au niveau du fair play financier, tous ces éléments-là, c'est des choses qui vont aider à sortir de cette période de crise. Alors justement, le fair play financier, c'est aussi un sujet de discussion par rapport aussi à la disparité des clubs. Est-ce que c'est pas un danger réellement? Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a déjà une disparité entre les clubs, entre les nantis et les autres. Donc c'est clair que le fair play financier ne va pas tout à coup gommer toutes ces différences du jour au lendemain. Mais à terme, ça va quand même permettre de rééquilibrer les choses. Et autant Fribourg-Gotteron avait toujours été contre l'augmentation du nombre de joueurs étrangers sans autre mesure d'accompagnement. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, on aurait eu les clubs nantis qui auraient pu effectivement se payer les services de mercenaires de top qualité, ce qui aurait creusé encore l'écart avec les autres formations, notamment Fribourg-Gotteron. Là, avec ces garde-fous qui sont mis en place, les clubs nantis ne pourront pas d'une part avoir entre guillemets tous les meilleurs joueurs suisses et encore tous les meilleurs joueurs étrangers, parce qu'à un moment donné il y aura une limite qui sera fixée, et ça va permettre aussi de rééquilibrer et de répartir un petit peu mieux les forces en présence. Justement, par rapport à la formation, c'est aussi un autre sujet qui est souvent abordé. On a vu que des différents chefs de formation dans toute la Suisse s'y ont un peu opposés ou sont exprimés. Là, il n'y a pas de danger? Vous ne voyez pas de danger? Alors moi, j'ai pas de crainte. Encore une fois, si on revient aux mathématiques, on a expliqué avant que ça représentait même pas un joueur de différence finalement par club. C'est évidemment une moyenne, et certains clubs seront plus touchés que d'autres. Quand on imagine qu'aujourd'hui, il y a déjà des clubs qui jouent avec 8 ou 9 joueurs étrangers selon la nouvelle réglementation. Mais je crois que c'est important de savoir, c'est qu'à aucun moment les clubs ne vont renoncer à poursuivre les efforts dans la formation et dans leur centre de formation. Pourquoi? Parce que le hockey sur glace, par rapport à d'autres sports majeurs, a cette qualité-là ou cette particularité-là, effectivement, de baser son travail sur la formation et sur les joueurs suisses. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement. Par contre, parfois, on aura la possibilité, on aura cette flexibilité de pouvoir se dire, ok, j'ai besoin pour la saison 24-25 d'un défenseur droitier qui peut jouer en power play. S'il n'y a pas de joueur suisse sur le marché, ou s'il n'y en a par exemple qu'un seul qui du coup va être beaucoup trop cher parce que tous les clubs vont se le disputer, on aura la possibilité d'engager un joueur étranger. Mais encore une fois, c'est pas une volonté, et la possibilité de jouer à 7 étrangers est une possibilité. Aujourd'hui,
tous les clubs sont obligés d'avoir 4 étrangers, sinon les effectifs ne sont pas assez qualitatifs. Avec cette marge de manœuvre, avec 7, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre et peut-être qu'une année un club jouera avec 4, peut-être qu'une année un club jouera avec 5, peut-être qu'une année un jouera un club avec 6. L'objectif ultime, c'est de quasiment pas devoir tenir compte de cela et de composer son effectif dans le respect évidemment des règlements, mais sans avoir ce focus qui malheureusement est trop présent à l'heure actuelle en Suisse sur le nombre d'étrangers. Prenons l'exemple de la Suède, c'est pas tout à fait comparable parce qu'évidemment il y a un bassin, pas de population, mais un bassin de jeunes joueurs de hockey qui est beaucoup plus large qu'en Suisse. La Suède ne réglemente pas, donc les clubs sont libres de faire ce qu'ils veulent et il n'y a aucun abus parce que le marché s'autorégule, parce que justement les clubs, malgré le fait qu'ils peuvent engager des étrangers autant qu'ils veulent, ils investissent dans leur système de formation et ils privilégient toujours l'engagement et la mise en avant des joueurs du cru, ce qui est aussi le cas, c'est ce que fait Fribourg-Gotteron. On a aujourd'hui 9 joueurs formés à Fribourg-Gotteron qui jouent dans notre effectif. On va continuer d'investir dans notre centre de formation et il n'y a pas de raison que cela change. Et puis il me semble que le niveau de la Suède est plutôt élevé, malgré tout. La Suède est le meilleur championnat en Europe, le meilleur championnat aussi au niveau des ligues juniors en Europe et de fait aussi le pays qui fournit le plus de joueurs en NHL exactement. Ouais. Peut-être juste encore la dernière question quand même. Sur la com, par rapport à ce sujet, est-ce que la com était peut-être pas un peu tardive ou est-ce que par rapport à ce sujet? Alors la communication, c'est toujours une question de perception, c'est-à-dire comment les gens qui perçoivent, comment les gens qui sont confrontés à la communication la perçoivent et la comprennent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, pour une raison qui nous échappe, mais qui est malheureusement le quotidien dans le monde actuel, il y a eu des fuites sur les discussions qui avaient lieu dans le cadre de la National League AG, et c'est clair que les éléments qui ont été finalement sortis de leur contexte ont été utilisé pour créer ou mettre sur pied une espèce de campagne de dénigrement de ces réformes. Donc très certainement qu'on n'a pas fait juste au niveau de la communication, très certainement qu'on aurait dû communiquer plus vite, mais encore une fois, le règlement spécifiquement sur les joueurs étrangers, il a été validé vendredi, donc le vendredi 29 janvier. Donc comment peut-on communiquer début janvier ou fin décembre sur quelque chose qui est décidé et validé le 29 janvier ? Formellement, ce n'est pas possible. On peut toujours faire des théories et faire des conjectures sur ceci ou cela. À la fin, on a pris le pari, qui était peut-être effectivement pas tout à fait juste, mais d'attendre que les choses soient clarifiées pour les communiquer. Après, on va aussi apprendre de ça. Et très certainement que si on devait avoir ce type de discussion à l'avenir, peut-être qu'on communiquerait différemment. Donc en gros, merci d'avoir donné quelques explications, quelques bonnes explications par rapport à cette réforme. Donc en gros, Raphaël Berger, par rapport à toutes les craintes que les gens peuvent avoir ou pourraient avoir, de votre côté, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à la réforme. On n'a pas de crainte, c'est une réforme encore une fois qui est nécessaire et puis encore une fois il appartient après à chaque club de définir sa vision et sa stratégie. Nous, notre vision et notre stratégie, elles ne changent pas. On veut être compétitif, on veut continuer de former des jeunes, mais on veut aussi avoir la flexibilité lorsqu'il manque un joueur pour un poste spécifique, finalement, de pouvoir choisir d'engager un joueur étranger plutôt que de devoir se battre sur le marché des transferts avec 4 ou 5 autres clubs suisses et de surpayer les joueurs. Aujourd'hui, la réalité, c'est que depuis 10 ou 15 ans, les clubs ont largement augmenté les revenus générés par leur business. Ces revenus supplémentaires, ils ont été malheureusement mal redistribués puisqu'ils ont été majoritairement redistribués dans les salaires des joueurs, ce qui est quelque chose qui n'est pas viable à l'avenir. Encore une fois, il faut rappeler qu'on est dans une période de crise. Tous les clubs de National League et évidemment d'autres sports et d'autres ligues ont dû s'endetter fortement pour passer à travers cette crise, ce qui signifie qu'à futur, dès la saison 21-22, les clubs ne pourront pas simplement prévoir un budget équilibré, comme c'est le cas actuellement. Les clubs devront prévoir un budget bénéficiaire parce qu'il faudra générer du résultat positif pour pouvoir rembourser ces emprunts qu'on a fait auprès de la Confédération. Donc, les conditions cadres, de manière générale, elles évoluent, elles changent et il faut en tenir compte. C'est ce que nous faisons avec ces réformes. Il ne faut pas rater le train. Exactement. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël Berger. On va passer maintenant à l'analyse.
Jeudi soir, Fribourg s'en est allé à Berne pour gagner une rencontre qui était bien partie au départ, qui s'est vue un peu plus compliquée, qui au final a remporté le match sur le score de 6-5. Un magnifique triplé de Julien Sprunger, un but de Schmidt, Camerzin, Di Domenico avec un but et 2 assists. Raphaël, je me retourne vite vers toi. Il me semble que tu as vu ce match. Il était bien parti et tout d'un coup, ça s'est compliqué. Ouais, effectivement, on a joué un peu sur courant, alternatif. J'ai pas l'impression d'une part qu'on a sous-estimé Berne, parce qu'évidemment que Berne est dernier du classement, mais avec beaucoup de matchs en retard et malgré cela un effectif quand même de qualité, mais pour certaines raisons, voilà, qui parfois ne s'expliquent pas. On a eu effectivement ces hauts, ces bas. On a certainement à un moment donné, quand on menait, trop reculé, laissé trop d'espace à cette équipe de Berne. Et puis finalement, ils ont été opportunistes et ils ont aussi été capables de revenir. Après, je pense que l'aspect positif, au-delà du fait évidemment qu'on ait quand même gagné, c'est que même sur la fin, quand on se fait rejoindre et que tout le monde pourrait avoir un coup au moral et se dire ok, là c'est compliqué, et puis on va certainement peut-être pas s'en sortir gagnant de ce match. On n'a pas paniqué et finalement on a eu une opportunité de quand même encore refaire la différence sur ce fameux power play de la fin de match, et on l'a exploité de façon assez remarquable, avec beaucoup de sang-froid et sans jamais vraiment paniquer. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré transpirer un petit peu moins sur les 15 dernières minutes, c'est évident. Messieurs, je ne sais pas si vous avez suivi le match. Votre avis, peut-être, Jordan? J'ai malheureusement pas pu le suivre en direct. J'ai regardé un résumé. J'ai trouvé que les attaquants étaient excellents. Ils ont marqué des super goals. Bon, moi, je suis vraiment amateur au niveau du hockey, mais j'ai trouvé que les goals étaient bons. L'intensité offensive était bonne des deux côtés même. Par contre, effectivement, en défense, c'est dommage de se faire attraper comme ça. Après, c'est le hockey. Hein. Je trouve que ça donne des beaux matchs. C'est dommage qu'il n'y avait pas de public. Je pense que ça aurait donné un match vraiment fou au niveau de l'ambiance. Exactement. Gérald, toi, comment tu suis, toi, les matchs? Moi, je suis plutôt par les reflets filmés, puis parce qu'on peut en voir à la RTS, par exemple. Et moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est le triplé de Julien Sprunger, qui a eu un début de saison un peu difficile au niveau comptable. Et puis là, dernièrement, il commence à nous bien performer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, d'autant plus. Est-ce que c'est Julien Sprunger qui te rend autant créatif, Gérald, tout d'un coup, hein? Tu nous as ramené un petit cadeau, là, en passant. C'est ce qu'on disait avant, on cherche la créativité, donc à tous les niveaux. Donc Fribourg qui a tout de même remporté ce match à Berne, qui remporte les 3 points jeudi dernier. On passe au jour du match. Donc dimanche 31 janvier, c'est le HC Davos qui débarque ici à la BCF Arena. Un match qui va démarrer à 15h45. Raphaël Berger, quel match, à quoi faudra-t-il s'attendre aujourd'hui ? Alors je pense que ce sera un match encore une fois très rapide, contre une équipe de Davos qui joue tout en verticalité, on le sait depuis très longtemps. Davos est une équipe qui a eu un début de saison difficile pour des raisons qui sont un petit peu difficiles à expliquer aussi de l'extérieur, parce que finalement ils ont quand même une équipe très compétitive, pas très éloignée finalement de ce qu'ils avaient la saison passée. Tout le monde était surpris de les voir un peu traîner leur spleen au fond de classement pendant le début de la saison, mais là je crois qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. Donc encore une fois, je pense que ce sera un match très intéressant qui va être très serré. On a l'habitude maintenant de jouer des matchs ces 2 dernières semaines contre des équipes qui sont en forme. Donc sur ce point-là, ça ne changera pas. On va être évidemment attentif et on va être préparé au mieux pour disputer ce match cet après-midi, avec quelques jours de repos depuis le match de jeudi, et puis le moral, encore une fois, si on avait perdu ce match à Berne, je pense que ça aurait quand même un petit peu pesé sur le moral des troupes. Mais là, l'avantage de l'avoir gagné, mais sans éviter quand même de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi c'était aussi compliqué à la fin. Donc je pense que les conditions cadres pour aborder ce match, elles sont très positives de notre côté aussi. Avec un André Sambul à Davos qui reste infatigable, André Sambul. Oui, ça encore une fois, on voit que l'âge n'a
pas ou peu ou moins d'impact sur certains joueurs. C'est clair qu'André Sambul, c'est un des joueurs qui évolue dans le championnat suisse, qui fait partie, on va dire, des meubles de la Ligue, qui sont des joueurs qui arrivent à se maintenir de la même manière qu'un Rafael Diaz, pour le citer. Voilà, les années semblent avoir moins d'emprise sur ces joueurs, mais il faut aussi avouer une chose, c'est que c'est des joueurs exceptionnels. Donc il y en a quelques-uns dans la Ligue, il n'y en a pas des dizaines. Et voilà, c'est des joueurs qui font très certainement aussi toujours un petit peu plus que les autres, et puis qui ont eu aussi peut-être un peu de chance tout au long de leur carrière. Et puis au final, ça démontre aussi que c'est important évidemment d'apporter du sang neuf et de la jeunesse, mais pour avoir une bonne équipe, un bon équilibre, c'est important aussi d'avoir des joueurs cadres qui apportent non seulement une prestation, on parlait des 3 buts de Julien Spronguet, mais aussi au-delà de la performance sur la glace et de l'efficacité comptable, mais une expérience et un vécu qui sert aussi à accompagner les plus jeunes. Gérald, toi, tu as aussi un peu l'habitude de gérer une équipe, de motiver des troupes. Comment est-ce que tu aborderais, toi, cette équipe de Fribourg-Gotteron pour les motiver, ici, maintenant, 1 heure avant le match? Pas avec des croissants, ni avec... Je voulais justement dire ça, justement. Nous, on motive par l'estomac, c'est un gros avantage chez nous. Je pense qu'on va t'amener après le match dans le vestiaire, alors. Ça, c'est toujours un plaisir. Jordan, toi, peut-être pour ce match Fribourg-Davos, un pronostic aujourd'hui? Alors bon, évidemment une victoire de Fribourg. Je pense que ça va quand même être assez serré, vu que les deux équipes jouent quand même assez bien en ce moment. Ouais. 4-3 pour Fribourg. 4-3. Gérald, est-ce que tu t'oses un pronostic? Les deux équipes sont très offensives, donc je verrai même un score plus haut. 6-5 pour Fribourg. Un festival de buts de nouveau cet après-midi. Raphaël Berger, un pronostic? Ouais, je n'aime pas tellement faire de pronostics, mais je vais quand même dire qu'on va gagner, ça c'est clair. Par contre, je suis un petit peu contre l'avis de Gérald dans tous les cas. On a 2 équipes qui ont beaucoup marqué, mais aussi beaucoup encaissé ces derniers temps. Donc je pense que les 2 coaching staff vont s'y mettre l'accent finalement sur la discipline défensive. Donc je pense peut-être pas qu'on aura autant de buts, donc on va dire peut-être un petit 3-2. 3-2. Alors c'est noté, et puis on fera les comptes après le match, à savoir qui prendra l'extincteur pour aller offrir les croissants à la boulangerie Saudan. Les notes sont prises. Avant de remercier, on passe à la minute canadienne. Salut à tous et bienvenue dans votre Minute canadienne. Vous savez, en tant que Québécoise, je me fais parler souvent des mêmes choses. Bon, du Canadien de Montréal, Maurice Richard, Jean Béliveau. Il y a même quelqu'un qui m'a fait un extrait de chanson de Céline Dion. Oui, c'est super gentil de me faire des extraits de chansons de Céline Dion. C'est vrai, elle est très talentueuse. Ce dont on me parle très souvent, c'est notre mets national, la poutine. Oui, et ce soir, c'est soir de match. Alors, si vous voulez vous faire une poutine à la maison, j'ai amené avec moi les ingrédients. Alors, vous avez besoin de frites, de fromage et n'importe quelle sauce brune. C'est délicieux. Je vous dis, ce soir, essayez-vous une bonne poutine devant le match. Et pour vous montrer un peu le visuel de tout ça, je vous ai amené une poutine déjà toute faite. Kylian Motet? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est ma poutine, mais qu'est-ce que... Mais c'est ma poutine. Si vous voulez voir un Fribourgeois jouer un match de hockey, après avoir englouti ma poutine, regardez ce qui suit. Bon match. Ma poutine, mec, c'est quoi? La Minute Canadienne avec Isa, vous pouvez retrouver sur Instagram, #IsaLeChat. Un grand merci d'avoir suivi ce Dragon Talk ce dimanche 31 janvier. Fribourg-Gotteron qui reçoit donc le HC Davos dans un peu plus d'1 heure ici à la BCF Arena. Merci beaucoup Jordan Short de l'entreprise Primus d'avoir été avec nous. Merci Gérald Saudan de la boulangerie Saudan. C'est un plaisir, merci. Merci d'avoir pris un peu de temps. Puis merci beaucoup Raphaël Berger pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite un excellent dimanche et surtout un bon match.